Bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football. Aujourd'hui, programme des matchs qualificatifs de l'Euro, des chocs, début du suspense et évidemment de la passion. Avec notre expert Emmanuel Petit. Emmanuel, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous depuis Paris. Et vous, Lise Barenbaum, bonjour à vous. Vous avez tout lu cette semaine. Alors on va faire le tour de la presse avec vous. On est parti, restez avec nous, on parle foot tout de suite. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par Israël, facile vainqueur de la Bosnie-Herzégovine, 3-0. Israël qui a pris la tête du groupe B devant les Pays de Galles. L'équipe de Susic, quant à elle, est au plus mal. La sélection d'Eli Gutmann a donc pris les devants à Haïfa, dans le nord du pays. Il faudra donc compter sur les Israéliens pour l'Euro 2016 qui se déroulera, je vous le rappelle, en France. Michael Friedman s'est rendu sur place et vous allez le voir, il y avait une sacrée ambiance hier soir au stade Sami Ofer. On se retrouve après. Soirée magistrale pour le football israélien. Un stade en ébullition, une ambiance extraordinaire. Le stade Sami Ofer a vécu une de ces nuits européennes dont tout Israël se souviendra. Israël s'est comporté en réelle nation de football en remportant sa rencontre sur un score de 3-0 face à la Bosnie. C'est ma première fois ici. On m'a dit que c'est extraordinaire. Avec plus de 30 000 passionnés présents pour supporter leurs équipes, l'ambiance était au rendez-vous. Les fans, tout droit venus de Bosnie, se sont déplacés en masse et ont impressionné avec leurs chants de supporters qui ont retenti dans toute la ville de Haïfa. C'est un match très spécial pour nous, pour notre équipe, pour les Israéliens. J'espère que nous allons gagner ce soir. Les acclamations de joie allaient et venaient avec les hymnes nationaux et autres chants. Mais la voix des Israéliens est toujours la plus forte à la maison. Les supporters passionnés, accompagnés de grands tambours, ont fait grand bruit en dehors et à l'intérieur de l'enceinte. Nous sommes des supporters de la Belgique et d'Israël. Et nous sommes dans le même groupe. Nous sommes très heureux. On est venus spécialement pour voir le match ici. Et on n'a pas vu le match de Belgique cet après-midi. Alors on est très heureux d'être là. On supporte Israël, bien sûr. On est pour Israël. Beaucoup de couleurs aussi. Écharpes, drapeaux, tout était bon pour faire de ce moment une fête. Certains ont même poussé le patriotisme jusqu'à se faire maquiller le drapeau israélien sur toutes les parties du corps. Bien évidemment, je veux que ces jeunes enfants avec nos couleurs sur le visage soient heureux avant, mais aussi après la rencontre. En ligne de mire, bien évidemment, la première qualification d'Israël pour une Coupe d'Europe. Vous allez voir 100 000 Israéliens déferler en France en 2016. Alors que les éliminatoires 2016 de l'Euro sont toujours en cours, l'équipe israélienne et ses fans ont envoyé un message clair au reste du groupe et au monde. Ils ont une équipe et un pays à la recherche de la gloire. Alors Manu, les Israéliens en France pour l'Euro 2016, vous y croyez? C'est possible? Bien sûr que c'est possible, ils sont bien placés, ils sont premiers du groupe, vous l'avez dit dans le reportage, d'autant plus que fin mars 2016, ils joueront contre leur dauphin, le Pays de Galles, donc la possibilité d'accroître leur distance par rapport à leur poursuivant direct. Mais quelque part, moi, ça m'évoque quand même des mauvais souvenirs, Israël. Rappelez-vous, en 93, on vous remercie de nous rappeler pas cette aventure, exactement, on s'en souvient tous. Je leur souhaite de se qualifier, mais pas d'être dans la poule de la France. Allez, dans le groupe B, donc Israël qui prend la tête du classement avec 3 victoires en 3 matchs. Elle est suivie de près par le Pays de Galles qui a obtenu le match nul en Belgique. Carton plein pour Chypre, 5-0 face à Andorre qui prend la 3e place. Alors Manu, la Belgique et la Bosnie qui étaient mondialistes cet été, et donc ils étaient favoris de ce groupe B, et puis pourtant on les retrouve en très mauvaise position. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est toujours compliqué pour des jeunes équipes parce que la Bosnie, c'est quand même une jeune équipe et aussi avec un passé très récent, un point de vue historique au niveau du pays, mais également pour la Belgique, c'est une jeune génération dorée. Mais c'est vrai que les attentes sur ces deux équipes sont énormes, notamment sur celle de la Belgique. Ils ont fait 2 bons parcours pendant le mondial et c'est vrai que confirmer derrière, c'est toujours très compliqué. En ce qui concerne la Bosnie, lors du match contre Israël, il y avait quand même des absents de marque, notamment Dzeko. Ils ont joué quasiment sans attaquant contre Israël. Ça n'enlève rien au mérite des Israéliens dans ce match-là, mais c'est vrai qu'ils ont été fortement diminués. Mais ce n'est pas du tout la même équipe que j'ai vue lors des 2 dernières saisons, qui était redoutable dans le jeu, mais aussi dans un jeu de contre-attaque. Et la Belgique aussi, c'est un jeu de plus en plus poussif. On a l'impression que les individualités aujourd'hui peinent à trouver leur marque de plus en plus pour tirer le collectif vers le haut. Donc
Mais je reste persuadé qu'avec le talent qu'il y a dans les deux équipes, qu'ils sauront trouver justement les ressources nécessaires pour revenir sur la scène internationale. Mais ça sera compliqué pour l'instant. Allez, on va passer tout de suite au groupe H. La Croatie et l'Italie ont partagé les points avec un match nul, un partout. Les deux équipes dominent le classement. La Norvège revient à 1 point grâce à sa victoire sur l'Azerbaïdjan. Enfin, la Bulgarie et Malte se séparent sur un match nul, un partout. Alors Manu, on attendait beaucoup de cette rencontre entre la Croatie et l'Italie. Puis malheureusement, c'est en dehors du terrain que ça s'est passé. Le match a été arrêté pendant quelques minutes à cause des supporters encore. Des fumigènes, oui. À cause des fumigènes, oui. Encore une fois, débordement des supporters. Il y a trop souvent le football récemment est pris en otage de plus en plus à l'intérieur des enceintes sportives, même de temps en temps à l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est regrettable une fois de plus et ça vient pénaliser finalement les joueurs, ceux qui aiment profondément le football. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui n'ont pas vraiment leur place dans les tribunes d'un stade à l'heure actuelle. Mais on se demande comment c'est possible encore de faire rentrer des fumigènes à l'intérieur d'un stade. Ça, plus, vous savez, tous les portiques de sécurité aussi, les gens en charge de la sécurité n'ont pas les mêmes dispositifs, les mêmes moyens matériels justement pour pouvoir filtrer les rentrées des gens dans le stade. Mais c'est vrai qu'on peut légitimement penser aussi à des gens qui viennent avec des couteaux ou autres. Donc c'est déjà arrivé, je pense que ça arrivera aussi dans le futur. Donc on ne va pas non plus fliquer au maximum l'entrée d'un stade, ce n'est pas le but. Je crois aussi qu'il faut savoir éradiquer le problème de l'hooliganisme quelque part, mais c'est très compliqué parce que ce n'est pas simplement le problème du football, c'est un problème de société. Oui. Alors dans le groupe A, maintenant, les Pays-Bas se ressaisissent avec une victoire 6-0 contre la Lettonie, avec notamment un doublé de Robben. Même chose pour la Turquie qui gagne enfin 3-1 contre le Kazakhstan. Et puis fin de série pour l'Islande qui, après 3 victoires de suite, perd contre le leader du groupe 2-1, donc face à la République tchèque. Alors Lise, on vient de le voir, les Pays-Bas qui viennent de gagner 6-0. Est-ce que finalement ça va mieux pour l'entraîneur ? Oui, alors l'entraîneur des Pays-Bas se rattrape. Pourtant, avant le match, l'équipe lui conseillait presque de prendre sa retraite avant l'hécatombe. En France notamment, un entraîneur normalement doit se retirer à 65 ans, ce qui n'a pas empêché certains comme Giroud de reprendre du service à Lens à 69 ans. D'autres entraîneurs comme Marcello Lippi ont arrêté à temps et de leur propre chef. Donc c'est peut-être un peu l'année de trop pour Hiddink après déjà 2 échecs dans des clubs turcs. L'important c'est peut-être de laisser une bonne image et de partir à son apogée comme l'a fait Sir Alex Ferguson à Manchester United. Alors vous pensez Manu que pour les joueurs ça devrait être la même chose ? En fait ils devraient prendre leur retraite au pic de leur carrière. C'est dommage quand même. À moins d'avoir une boule de cristal, c'est compliqué de prédire l'avenir, mais c'est vrai que entre les erreurs de casting, entre les problèmes relationnels qu'il peut y avoir lorsque vous arrivez en tête d'une sélection ou même d'un club, je veux dire, la pression est tellement forte aujourd'hui, les problèmes sont inhérents, ils arrivent de tous les côtés, donc c'est vrai que décider de mettre un terme à sa carrière quand on est joueur ou sélectionneur ou entraîneur, c'est compliqué parce qu'on est toujours porté justement par la passion, à aller toujours repousser l'âge limite. Vous avez cité Alex Ferguson, rappelez-vous qu'il avait déjà annoncé sa retraite pour revenir sur sa décision, réentraîner encore une fois Manchester United, les amener encore une fois au titre de la Première Ligue et finalement prendre définitivement sa retraite. Donc vous êtes partagé entre la passion qui vous dévore, puis aussi le fait de se dire c'est une petite mort finalement et qu'est-ce que je fais demain si j'ai plus rien à faire finalement. Donc c'est très très compliqué. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un problème spécifique au football puisque Federer en tennis c'est un petit peu la même problématique, il veut pas s'arrêter du tout. Mais je vous le dis, on existe à travers ce que l'on fait. Et si vous enlevez ça aux gens, leur passion, leur raison de se lever tous les matins, quelque part, c'est une petite mort. Donc c'est comme si vous étiez dans l'antichambre avant de prendre votre mort physiquement. Donc c'est très compliqué à apprendre. Donc il y aura toujours des gens qui seront là pour vous critiquer, vous remettre en question. Mais je crois que... En tous les cas, il y a des reconversions qui sont très bien réussies. On voit la vôtre, par exemple. Ça ne vous a pas posé de problème La mienne, vous voyez simplement celle d'un point de vue médiatique. Moi, je suis aussi dans la filière du sport, dans les droits télévisuels, les applications mobiles. Mais quelque part, je me dis que si j'avais fait le choix d'être sélectionneur ou entraîneur, je sais que tous les matins, ça aurait été compliqué pour moi, si l'échéance arrivait à son terme, de me dire dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, je vais arrêter ma carrière. Qu'est-ce que je vais faire derrière ? C'est très très compliqué. Donc généralement, ce sont des raisons de santé, des raisons physiques qui vous poussent à l'arrêt. Et ce ne sont pas le mental. Donc c'est compliqué. Donc moi, je comprends les gens qui ont tendance justement à prendre du recul, à avoir le discernement. Et c'est justement de l'honnêteté intellectuelle de se dire que je n'ai plus la force et les moyens justement d'assouvir ma passion. Mais c'est très compliqué parce que quelque part, vous êtes le seul décisionnaire.
Alors, s'il y a une équipe dans ce groupe qu'on n'attendait pas forcément, c'est l'Islande, qui sont des outsiders. Hier soir, défaite certes, mais avant cela, que des victoires, hein, Lise Barenbaum. Oui, et c'est encore l'équipe qui évoque ce petit pousset qui est en constante progression. Depuis sa prise de fonction en 2011, l'entraîneur Lagerbäck a fait progresser de 84 places l'Islande au classement FIFA. Et l'emblème de cette réussite, c'est le joueur Gylfi Sigurdsson, meilleur buteur de l'Islande lors de ses éliminatoires, avec 4 buts en 3 matchs, dont un doublé contre les Pays-Bas. Alors Manu, à part l'Islande, est-ce que vous pensez qu'il y a des équipes qui sont en train de se révéler en ce moment, vous qui regardez tout ? Je dirais que l'écart s'est considérablement réduit entre les grosses formations, que ce soit européennes et internationales. On l'a vu encore le dernier mondial, il y a des équipes comme le Costa Rica qui se sont révélées dans cette compétition. Donc aujourd'hui, les équipes s'entraînent de la même manière, ils ont la même approche diététique, la même façon de s'entraîner. C'est peut-être mentalement et d'un point de vue intrinsèque pur de talent, il y a encore un écart justement qui est assez conséquent. Mais vous parliez de l'Islande, c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. C'est un pays qui a 320 et quelques mille habitants. C'est quasiment un peu plus que la ville de Nice. Ils sont à peu près 22 500. Oui, allez-y, je vous ai coupé, continuez, excusez-moi. Non, ils sont à peu près 22 500 licenciés, c'est quasiment 10% de la population. Vous parliez du travail de Lars Lagerbäck. Il faut savoir qu'en 1999, la fédération islandaise a pris un tournant décisif, justement, stratégique, qui aujourd'hui porte ses fruits. Vous êtes déjà allé en Islande, Valérie ? Oui. C'est un terrain qui est peuplé justement de lave, c'est un paysage volcanique. C'est très impressionnant d'ailleurs l'arrivée en Islande. Donc ils ont fait tout un tas de stades couverts, synthétiques, ce qui a permis justement de pouvoir développer, en plus de la formation des entraîneurs, de plus en plus on a des entraîneurs islandais qui obtiennent leurs diplômes internationaux. Donc on s'aperçoit que ces stratégies qui datent d'il y a 15 ans est en train de porter ses fruits et qu'aujourd'hui ils sont en train d'avoir une génération dorée. Pour un petit pays qui est un peu plus gros que Nice, c'est pas mal. Vous pensez que c'est un petit peu la question que je vais vous poser tout à l'heure, c'est un petit peu la révolution des petits comme on a vu cet été pendant la Coupe du Monde ? Moi, je pense que le football est universel et qui fait rêver les gens. Donc, je crois aussi que c'est une façon de rassembler les peuples, d'aller au-delà justement de tous les clivages sociaux. Et je trouve que c'est bien la beauté du sport de façon générale et du football. Donc, quelque part, quand on voit ces petits pays qui essayent de s'émanciper, on voit avec le Qatar, l'obtention de la Coupe du Monde, on cherche la reconnaissance, on cherche à sortir un petit peu de l'ombre et le football vous apporte ça quand il est bien géré justement. Alors on va passer aux rencontres de vendredi et de samedi avec la belle histoire du groupe F. Les îles Féroé se sont imposées en Grèce 1-0, un véritable exploit pour cette toute petite sélection. La Roumanie de son côté prend la tête du classement grâce à sa victoire 2-0 contre l'Irlande du Nord. Enfin la Hongrie s'impose 1-0 sur la Finlande. Alors Lise, en ce moment, il y a un entraîneur et une équipe qui ne sont pas à la fête. Hein. Oui, c'est la Grèce qui a donc, comme vous l'avez dit, subi une vraie humiliation face aux îles Féroé en perdant 1-0. Donc le coach des Grecs, Claudio Ranieri, en a fait les frais, comme nous le dit SoFoot. Il a été renvoyé. Il faut rappeler que les îles Féroé n'avaient pas remporté le moindre match en éliminatoire depuis 2011. Donc la fédération hellène a décidé de créer un véritable électrochoc en renvoyant cet entraîneur pour que l'équipe se ressaisisse après 3 défaites à domicile et seulement un nul obtenu en Finlande. Alors Manu, vous pensez qu'il méritait de faire un petit peu plus ses preuves avant d'être limogé ? Vous savez, je crois que la fédération grecque elle est restée sur la bonne impression affichée de l'équipe lors du dernier mondial. On s'aperçoit aussi que c'est une équipe qui court après un passé glorieux, notamment début des années 2000 lorsqu'ils ont été champions d'Europe. Mais je pense que c'est surtout l'humiliation subie à domicile contre les îles Féroé. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe-là, c'est quand même pas un cadre du football européen et mondial. Et c'est vrai, d'aller gagner sur les terres grecques, ça a été vécu comme un traumatisme et une humiliation. Et ça a scellé le sort définitif de Claudio Ranieri, surtout qu'il avait connu des débuts extrêmement compliqués où il n'a pas gagné, vous l'avez dit. Donc, en sélection, on n'a pas le temps qui est imparti pour un entraîneur de club. Même si les entraîneurs de club aujourd'hui vivent avec une pression et justement un résultat dans le temps immédiat. Mais c'est vrai que Claudio Ranieri, 2 évictions en l'espace de 6 mois, l'année 2014, ça ne sera pas un bon cru pour lui. En tout cas, ce n'est pas le seul à être limogé comme ça très rapidement. Et l'équipe, comme à son habitude, Lise Barenbaum nous fait un point sur l'historique des entraîneurs limogés en sélection. Oui, notamment sur le cas de Juste Fontaine, qui était un grand joueur de l'équipe de France. 5 ans après son départ des Bleus, il est devenu sélectionneur. Et il a dirigé les Bleus que pendant 2 matchs en 67. 2 matchs pour autant de défaites, c'était contre la Roumanie et l'URSS.
Allez, on va passer maintenant au groupe E. L'Angleterre est sur un petit nuage avec une 4e victoire en 4 matchs. 3 buts à 1 contre la Slovénie. Saint-Marin et l'Estonie font match nul 0 partout. La Suisse se replace dans la course à la qualification en battant sèchement la Lituanie 4 buts à 0. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Manu, merci beaucoup pour votre expertise. On se retrouve demain. Lise Barenbaum, on se retrouve demain aussi pour encore plus de presse, encore plus de lecture. Restez avec nous. L'info, c'est tout de suite sur i24 News. Merci de votre fidélité.